Allez, petite mise en situation. Une scène que beaucoup ont sans doute déjà vécue. On est là, juste devant la porte de la salle de réunion. Sous le bras, on a l'ordinateur avec la présentation PowerPoint bien chargée. Dans la poche, on triture nerveusement une balle anti-stress. Et de l'autre côté de la porte, ils nous attendent. Le CSE, le fameux comité social et économique. C'est exactement ça. Ce sentiment, ce nœud au ventre. C'est une sensation que connaissent bien trop de managers. On a vraiment l'impression d'entrer dans une arène, pas dans une simple réunion de travail. La vraie question c'est, mais comment on en est arrivé là? Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est une sorte de guerre de tranchées où chaque camp attend que l'autre fasse un faux pas pour dégainer. Une logique de confrontation permanente. Et au fond, à la racine de tout ça, il y a une vision complètement faussée de ce qu'est le pouvoir. On a souvent cette idée que le pouvoir, c'est comme un gâteau, une ressource finie. Si j'en donne une part au CSE, il m'en reste moins. Sauf que c'est totalement faux. En réalité, le pouvoir de faire avancer les choses, de construire, c'est plutôt comme la connaissance. Plus on la partage, plus elle grandit pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer cette instance qu'on redoute tant en un véritable atout stratégique. Et pour réussir cette transformation, la toute première étape, c'est d'essayer de se mettre à leur place, de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un représentant du personnel. Alors, cette agressivité qu'on leur reproche souvent, d'où est-ce qu'elle vient? En fait, il faut imaginer leur position, c'est super inconfortable. Ils sont littéralement pris entre le marteau et l'enclume. S'ils sont trop sympas avec la direction, leurs collègues les traitent de vendus. Et s'ils sont trop durs, ils bloquent l'entreprise. Du coup, cette fameuse posture de combat, c'est bien souvent une armure, juste une protection. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, les managers? On tombe dans le piège classique. Le représentant va exprimer une émotion, une inquiétude, la peur du changement, par exemple. Et nous, on arrive avec nos chiffres, nos graphiques, notre tableur Excel. C'est comme vouloir étendre un feu avec de la sciure, ça n'a jamais fonctionné. Ce tableau, il résume parfaitement ce malentendu. Là où le manager voit de l'obstruction systématique, le représentant, lui, il exprime un besoin d'être écouté. Là où on s'agace d'une question hors sujet sur le papier toilette, lui, en fait, il est en train de tester sa capacité à obtenir une petite victoire juste pour prouver son utilité. Ce sont vraiment deux mondes, deux grilles de lecture qui ne se comprennent pas. J'adore cette analogie du copilote, elle est parfaite. Il faut bien comprendre qu'un représentant du personnel, son vrai carburant, ce n'est pas son salaire. Il gagne de la légitimité. Son moteur, c'est la reconnaissance. Si on l'ignore complètement, si on ne lui donne jamais la carte, il va tout faire pour se faire entendre, quitte à tirer le frein à main. Par contre, si on lui confie la carte, il peut devenir le meilleur allié pour naviguer dans les virages. Ok, le diagnostic est posé. Mais concrètement, on fait quoi? Eh bien, il existe une méthode très simple et super efficace pour inverser cette dynamique. Ça s'appelle la consultation en amont. Alors ça, c'est vraiment le péché capital, l'erreur à ne jamais commettre. Arriver en réunion avec un projet ficelé de A à Z, c'est perçu comme une provocation, une insulte à leur rôle. La règle d'or, elle est toute simple. Plus un projet est compliqué ou sensible, plus il faut en parler tout, même si tout est encore flou. D'ailleurs, c'est surtout si c'est encore flou. En pratique, comment ça marche? C'est tout bête, en 3 temps. D'abord, on ne vient pas avec une solution, on expose un problème. Pas on va faire ça, mais plutôt on a tel défi, on ne sait pas encore comment le résoudre, voilà nos premières pistes, qu'en pensez-vous? Ensuite, on partage ça le plus tôt possible. Et enfin, l'étape la plus importante, on écoute. On écoute vraiment ce qu'ils ont à dire. C'est là que tout se joue. Et ça nous amène à une autre image très forte, celle de l'iceberg. La réunion officielle, le on, ce n'est que la petite partie visible. Le gros du travail, les 90% qui sont sous l'eau, c'est le off. C'est la discussion informelle à la machine à café, l'échange rapide dans un couloir. C'est là que se fait le vrai dialogue social. C'est là qu'on peut désamorcer les bombes et préparer le terrain pour que la réunion ne soit qu'une formalité. Rien de mieux qu'un cas concret pour voir comment tout ça s'articule. Alors je vous présente Karine, elle est manager et elle doit annoncer une nouvelle qui s'annonce, disons, explosive. Le contexte, Karine doit étendre les horaires de son service, un sujet hyper sensible. Au lieu d'imposer sa décision, elle applique la méthode 15 jours avant la réunion, elle rencontre les élus, un par un, en mode informel. Surtout, elle ne leur vend pas la solution. On va fermer à 20h, mais elle leur expose le problème. Les amis, on risque de perdre notre plus gros client si on ne fait rien. Arrive la réunion. Et là, c'est le CSE lui-même qui propose une solution. Une rotation basée sur le volontariat, avec une petite prime en contrepartie. Et c'est là que réside le petit coup de génie de Karine. Cette fameuse prime, elle l'avait déjà prévue, déjà mise dans son budget.
Mais au lieu de la mettre sur la table d'entrée de jeu, elle a laissé le CSE la proposer. Résultat, tout le monde est gagnant. Karine obtient ce qu'elle voulait, le CSE remporte une victoire visible pour les salariés et l'équipe se dit que ses représentants sont efficaces et écoutés. C'est la création d'un cercle vertueux. Alors, au final, comment est-ce qu'on intègre cette philosophie? Comment on passe du rôle de manager à celui de bâtisseur de pont? Si on devait tout résumer, il y aurait 4 idées fondamentales à retenir. Premièrement, on ne négocie pas contre les gens, on négocie avec eux pour résoudre un problème qu'on a en commun. Deuxièmement, le CSE n'est pas l'ennemi, c'est un capteur, un système d'alerte. S'ils disent que ça ne passera pas sur le terrain, il y a de fortes chances pour qu'ils aient raison. Troisièmement, leur connaissance du quotidien des équipes est une ressource en or, bien plus fiable que n'importe quel rapport. Et enfin, ne jamais l'oublier, la reconnaissance, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse dans le dialogue social. Bon, tout ça c'est bien beau, mais par où commencer? Allez, une petite mission si on l'accepte. La prochaine fois, allez voir le représentant que vous redoutez le plus. Oui, celui-là même. Et demandez-lui son avis sur un petit sujet, un truc sans grand enjeu, genre tiens, sur le problème de clim dans le bureau du fond, tu ferais comment toi? Juste ça. Et observez. Observez comment son attitude change, juste parce qu'on le considère comme une partie de la solution et non plus comme une partie du problème. Voilà, je crois que tout est dit dans cette dernière phrase. Que ce soit dans le dialogue social ou ailleurs, le véritable objectif, c'est toujours de créer des liens, de construire des ponts et surtout pas de bâtir des murs.